Et donc voilà, bienvenue à tous à cette vidéoconférence organisée par l'Organisation socialiste internationaliste, la section belge du Comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale. Comment va se dérouler l'exposé? On a un camarade français de la TCI, la Tendance communiste internationaliste, donc la section française de la 4e internationale, qui va donc nous proposer un exposé. Et puis, je propose de lancer la discussion entre nous et de mener le débat sur peut-être l'actualité de la commune ou s'il y a des questions sur la commune de Paris elle-même. Et donc, on commémore ce mois-ci les 150 ans de la commune de Paris, particulièrement sa proclamation, je crois, le 18 mars, si je ne me trompe pas, Dominique. Alors, je propose de muter tout le monde, à part Dominique qui va euh, intervenir le premier. Et alors, je vous propose deux manières de prendre la parole par la suite, soit en écrivant tout simplement votre nom ou le demandant dans le chat, hein, vous avez un chat, soit en levant la main, vous avez un bouton pour lever votre main. Et alors, je vais essayer de noter dans l'ordre pour respecter la démocratie. On parlera premier qui demande, premier qui parle. Donc, je prendrai note des noms et prénoms de ceux qui veulent intervenir et je distribuerai la parole ensuite comme ça. Ça vous va. Et donc comme ça, à chaque fois, il y a une seule personne qui aura son micro activé, sinon il y aura beaucoup trop de bruit parasite et on va pas s'entendre, pas se comprendre. J'espère que ça va pour tout le monde. Et donc bon, s'il n'y a pas de remarques, je vous mute tous, désolé. Hop, je démute Dominique. Voilà. Et donc Dominique, si ça va pour toi, c'est parti. Attends, je mets juste affichage de l'intervenant. On verra donc que la personne qui parle à la caméra, vu qu'on enregistre la vidéoconférence. C'est ce que je disais tantôt, pour la mettre sur notre chaîne YouTube par la suite. Mais rassurez-vous, les intervenants qui prendront la parole par la suite, il n'aura pas leur image sur la vidéo. Je mettrai des images de la commune de Paris ou autre chose à la place. Donc n'hésitez pas à prendre la parole ensuite. Vous serez en toute anonymité, comme on dit. Anonyme en tout cas. Voilà, Dominique. Anonymat. Anonymat, t'as Enfin, raison. en français, en tout cas, c'est comme ça. Je ne Mais en sais pas belge, c'est comment pas c'est tout en à belge, fait, mais ouais, c'est pas tout à fait pareil. Vas-y, je t'en prie. bien, bonsoir à tous les camarades de Belgique et de Hongrie qui sont ce soir rassemblés pour effectivement un anniversaire important, le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Euh, alors, je précise d'emblée ici, donc je suis Dominique Ferré, militant de la tendance communiste internationaliste du Parti ouvrier indépendant démocratique en France. Je précise ici d'emblée avec tous nos remerciements à nos camarades belges de l'OSI, je n'ai pas la prétention ici de faire un exposé historique sur tout le déroulé de la Commune de Paris, sur lequel il faudrait des heures et des heures pour, disons, exposer les faits. Il y a en ce moment, comme c'est l'anniversaire, un certain nombre de choses qui sortent. Moi, je vous en conseillerais deux pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est que la Commune de Paris ou qui ont envie, disons, plus de s'en familiariser avec. Je vous conseillerais deux documents. Un qui est un documentaire animé qui a été récemment diffusé sur la chaîne de télévision franco-allemande Arte, qui s'appelle Les damnés de la commune. Donc, ça n'a pas de prétention politique, hein, c'est une production, disons, commerciale de cette chaîne de télévision. Les damnés de la commune, vous pouvez le voir, voilà, je vois qu'on a mis le lien, on peut le voir sur YouTube, sur Internet. Bon, bah, c'est sans prétention, mais un récit assez honnête, disons, des événements et qui permet de rendre les événements accessibles à tout un chacun. Et puis, le euh, deuxième suggestion que je vous ferai, alors là, c'est une production politique, c'est dans le numéro 21 de la revue L'International. L'International et la revue en 8 langues publiée par le Comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale, le CORCI, un centre international auquel appartiennent la TCI en France, l'OSI en Belgique et des organisations dans 36 pays du monde. Dans le numéro 21 de l'International qui vient tout juste de sortir et dont Gaëtan me dit que les premiers numéros viennent juste d'arriver en Belgique aujourd'hui, nous republions un article qui est paru il y a 50 ans, exactement, en mai 1971, pour le 100e anniversaire de la Commune,
dans la revue La Vérité, qui à l'époque était l'organe du comité central de l'Organisation communiste internationaliste, l'OCI en France, et qui est une chronologie politique de la commune, hein, qui, disons, au jour le jour, raconte les principaux événements de la commune de Paris. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce numéro 21 de l'International au prix de 4 euros pour prendre connaissance, entre autres, de cet article qui est tout à fait utile pour, disons, se faire un point de vue sur cette révolution. Excusez-moi, juste 30 secondes. Juste je règle. Excusez-moi, c'est le problème du direct, hein. Voilà, alors moi je voudrais concentrer mon propos sur quelques réflexions sur la commune, bien sûr, mais aussi sur son actualité. D'abord, bon, la commune est une révolution ouvrière, et comme toute révolution ouvrière ou révolution sociale en général, elle n'a pas été déclenchée par les révolutionnaires. Les révolutions ne sont jamais prévues à l'avance, ne sont jamais déclenchées par une petite minorité agissante. La commune, comme toute révolution prolétarienne, mais comme toute révolution en général, est le fait de milliers d'anonymes qui, jusqu'à un certain point, acceptent ce que Trotsky disait, acceptent leur morne vie d'exploiter jusqu'au jour où une combinaison de dizaines, de centaines de facteurs fait qu'ils n'acceptent plus et qu'ils commencent à prendre leurs propres affaires en main et que, dans un mouvement en grande partie spontané, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, des millions commencent à prendre leurs propres affaires en main et bouleversent l'ordre établi. Bien sûr, la commune n'a pas surgi de nulle part. Elle a surgi dans un contexte particulier, comme toute révolution éclate dans un contexte particulier. J'ai dit que je ne reviendrai pas en détail sur le contexte historique, mais la défaite du Second Empire devant la Prusse, dans une espèce de guerre que Napoléon III avait déclenchée pour tenter de rassembler toute la patrie contre l'ennemi prussien alors que se développaient les dernières années de l'Empire, les grèves ouvrières. L'agitation pour la République qui avait rassemblé toute une partie de la bourgeoisie, mais aussi de la classe ouvrière dans les dernières années de l'Empire. La constitution, la proclamation d'une république bourgeoise lors de la défaite de l'Empire, mais qui a été très vite dominée par une Assemblée nationale largement monarchiste. Un gouvernement de la défense nationale qui finit par capituler devant l'invasion prussienne d'une grande partie de la France, la situation de la classe ouvrière dans la capitale qui est marquée par les conséquences de la guerre, la famine, la misère, etc. Cette combinaison de dizaines et de centaines de circonstances a fait que, effectivement, dans les mois qui ont précédé le 18 mars, une agitation révolutionnaire s'est emparée des masses ouvrières à Paris. Et jusqu'au 18 mars, qui est une date pour nous charnière, puisque le 18 mars, comme vous le savez peut-être ou comme vous ne le savez pas, le gouvernement bourgeois décide de récupérer les canons que la population parisienne, et notamment les ouvriers, avaient achetés en se cotisant, en faisant des collectes pour se défendre contre la Prusse. Et le gouvernement envoie la troupe dans Paris récupérer les canons qui, pour beaucoup d'entre eux, se trouvent à Montmartre, un des quartiers populaires du nord de la capitale. Et au petit matin, alors que la troupe arrive à Montmartre pour se saisir des canons, eh bien, la rumeur parcourt les quartiers ouvriers, les faubourgs. La troupe veut nous reprendre nos canons et petit à petit, les travailleurs, et notamment les femmes, parce que là aussi, c'est une caractéristique de beaucoup de mouvements révolutionnaires, de beaucoup de révolutions. Euh, Au moment décisif, ce sont souvent les couches les plus opprimées, et en particulier les femmes qui subissent, comme on le sait, une oppression particulière en plus de l'exploitation dont elles sont victimes, comme tous les travailleurs. Les femmes, en particulier du quartier de Montmartre, commencent à se regrouper
Et c'est là que tout bascule au moment où les généraux envoyés pour récupérer les canons donnent l'ordre de tirer. Les femmes en première ligne refusent de lâcher leurs canons et les soldats finissent par mettre crosse en l'air et refuser de suivre les ordres donnés par leurs généraux. Et c'est là que tout bascule, c'est-à-dire c'est là que, euh, à partir de ce 18 mars, la quantité, cette ébullition révolutionnaire se transforme en qualité, à savoir la prise du pouvoir de fait par les ouvriers parisiens qui chassent les troupes envoyées par le gouvernement bourgeois et qui prennent le contrôle de la capitale. Euh, alors, bien entendu, comme toute révolution, elle est à la fois le produit du spontané et en même temps, il y a aussi dans ce spontané une part d'organisé. Hein, vous lirez le discours qui a été prononcé par notre camarade Daniel Gluckstein à l'occasion du rassemblement que le Parti ouvrier indépendant démocratique a organisé il y a quelques jours, le samedi 20 mars, à Paris. Malgré le confinement, nous avons manifesté à plusieurs centaines derrière les drapeaux rouges de la commune. Plusieurs discours ont été prononcés à la fin et je sais que le bulletin Unité, auquel participent les militants de l'OSI en Belgique, a publié le discours qui a été prononcé à l'issue de cette manifestation. Comme vous le verrez, on a expliqué dans ce discours que, bien sûr, la commune a été à la fois le produit de ce mouvement spontané des travailleurs, du peuple travailleur et des femmes en particulier, qui ont refusé de rendre les canons et qui, de ce fait, ont été propulsés à devoir prendre le pouvoir contre le gouvernement bourgeois qui voulait reprendre les canons. Mais bien entendu, ce mouvement spontané, il était étroitement imbriqué avec des éléments d'organisation. Il y avait évidemment dans la classe ouvrière depuis des années des courants qui existaient, à commencer par le courant de l'Association internationale des travailleurs proclamé en 1864 à Londres, auquel Marx et Engels ont largement participé, et le courant le plus structuré, disons, du mouvement ouvrier de l'époque, mais aussi d'autres courants politiques qui existent dans la classe ouvrière et parmi les milieux républicains radicaux comme les blanquistes et d'autres. Et bien entendu, ces formes d'organisation de la classe ouvrière, elles ont préparé d'une certaine façon ce qui s'est passé le 18 mars. Elles ont contribué à cela. Et je dirais que ce qui a également contribué à ce qui s'est passé le 18 mars, c'est un événement qui, au regard de l'époque, est un événement finalement assez récent. C'est qu'il est impossible de comprendre ce qui s'est passé le 18 mars 1871 à Paris si on ne part pas de ce qui s'est passé 23 ans auparavant. Donc 23 ans, c'est pas une période très longue à l'échelle de l'histoire et à l'échelle de l'histoire de l'humanité en particulier. C'est à peine une génération. 23 ans avant 1871, il y a 1848. Et 1848, pour nous, est une date décisive dans l'histoire contemporaine, puisque 1848, en particulier en France, c'est la séparation définitive du prolétariat avec la bourgeoisie. Hein, vous le savez, en 1848, toute l'Europe a été balayée par des soulèvements révolutionnaires qui, en particulier, s'opposaient à tous les pouvoirs en place, qui étaient des pouvoirs tyranniques, monarchistes, impériaux, etc. Toute une série de peuples opprimés, de nations opprimées en Europe dans le cadre des grands empires, à commencer par les Hongrois, que je salue au passage à travers notre camarade Judith, se sont soulevés contre l'oppression nationale dont ils étaient victimes. Et puis, dans toute une série de pays, disons, des soulèvements regroupant à la fois la bourgeoisie et la classe ouvrière, se sont soulevés contre notamment les régimes monarchiques représentant les vieux vestiges de la féodalité qui régnaient encore en Europe. Mais en 1848, en France, la bourgeoisie révolutionnaire, s'étant hissée sur les épaules de la classe ouvrière au mois de février pour proclamer la République et abattre la monarchie, a retourné quelques mois plus tard ses armes contre cette même classe ouvrière pour qui la République ne voulait pas simplement dire le droit de vote, ne voulait pas simplement dire quelques libertés démocratiques, mais voulait dire aussi le changement et la fin de l'exploitation et des droits. Et la classe ouvrière parisienne, au mois de juin 1848, montant sur les barricades pour réclamer ses droits, a trouvé face à elle la République bourgeoise qui l'a massacrée. Et c'est à cette date que la classe ouvrière se sépare définitivement de la bourgeoisie.
la classe ouvrière est amenée à devenir, disons, un sujet de la lutte de classe en tant que telle et pas simplement, disons, les troupes d'appoint des révolutions bourgeoises contre les vestiges du féodalisme. Et dans la continuité de ce que, en particulier, Marx et Engels ont exprimé à l'époque dans le manifeste du Parti communiste, en septembre 1864 se constitue à Londres, dans un meeting international justement de soutien aux insurrections nationales des peuples polonais et irlandais, se constitue l'Association internationale des travailleurs, qui est la première internationale, qui est la première forme, disons, d'organisation ouvrière à l'échelle internationale, même si elle s'inscrit dans la continuité pour ce qui concerne le courant marxiste de la Ligue des communistes qui s'était constituée en 1848 et qui avait adopté le fameux manifeste du Parti communiste comme son programme. L'Association internationale des travailleurs, qui regroupe des courants très très divers, mais qui se dégagent du mouvement ouvrier des différents pays d'Europe, avait adopté des statuts et un manifeste qui déclarait notamment que, bien entendu, la classe ouvrière combat pour des revendications, combat pour des réformes sociales qui amélioreront sa situation, mais la classe ouvrière ne pourra s'émanciper définitivement, disent les statuts de l'Association internationale des travailleurs adoptés en 1864, que si elle en finit définitivement avec le régime d'exploitation, et c'est pourquoi les statuts proclament, je cite, la conquête du pouvoir politique est la tâche des classes laborieuses. Et parmi les militants de l'Association internationale des travailleurs qui agissent à Paris avant, pendant et après le 18 mars, il y a de nombreux militants qui, certains sont des militants qui construisent des syndicats, d'autres sont des militants politiques. Parmi ces militants de l'Association internationale des travailleurs, il y en a un qui jouera un rôle déterminant dans la Commune de Paris, qui est justement un Hongrois d'origine juive, qui s'appelle Léo Frankel. Et Léo Frankel, qui est un ouvrier bijoutier, qui est parti de Hongrie, travailler ensuite en Allemagne, et puis qui a fini par atterrir à Lyon et ensuite à Paris, où il exerce sa profession d'ouvrier bijoutier et où il est un militant de l'Association internationale des travailleurs. Léo Frankel fait partie de quelques militants de l'Association internationale des travailleurs qui, quelques mois avant la Commune, ont été traînés devant les tribunaux par la police du Second Empire de Napoléon III. Pourquoi ? Parce que l'agitation ouvrière obligeait le régime impérial en pleine décomposition, le régime bonapartiste, à chercher évidemment des coupables. Et parmi ces coupables, évidemment, il y avait les militants de l'Association internationale des travailleurs. L'Empire avait organisé plusieurs plusieurs procès des militants de l'Internationale à Paris. Et en particulier, lors du procès de mai 1870, Léo Frankel, qui est l'un des accusés, déclare: l'Association internationale n'a pas pour but une augmentation du salaire des travailleurs, mais bien l'abolition complète du salariat, qui n'est qu'un esclavage déguisé. À travers cela, Léo Frankel rappelait quels étaient les buts du mouvement ouvrier, les buts historiques de la classe ouvrière. Bien sûr, la classe ouvrière combat pour arracher des améliorations, pour freiner l'exploitation dont elle est victime, mais sa tâche historique, c'est la prise du pouvoir politique permettant l'expropriation du capital, permettant donc le renversement du système capitaliste et l'instauration d'un nouveau mode de production fondé sur la propriété collective, la propriété sociale des moyens de production, qui permettra de satisfaire les besoins de l'immense majorité de l'humanité et non pas d'assurer le profit d'une petite minorité d'exploiteurs. Et c'est d'une certaine façon cette tâche historique que le prolétariat parisien, amené le 18 mars à prendre le pouvoir, est amené à entreprendre en constituant ce qui fut le premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Alors, Marx dira après, bien entendu, tous ceux qui veulent approfondir le sujet doivent lire impérativement La guerre civile en France, qui est le rapport que Marx a écrit et fait adopter par l'Internationale au lendemain de l'écrasement de la Commune pour en tirer à la fois toute l'importance et les leçons. Marx dira que la Commune fut, je cite, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail. Il ajoute: ce ne fut pas une révolution contre telle ou telle forme de pouvoir d'État,
légitimiste, constitutionnelle, républicaine ou impériale. Ce fut une révolution contre l'État lui-même, cet avorton surnaturel de la société. Ce fut la reprise pour le peuple et par le peuple de sa propre vie sociale. Ce ne fut pas une révolution faite pour transférer ce pouvoir d'une fraction des classes dominantes à une autre, mais une révolution pour briser cet horrible appareil même de la domination de classe. Oui, la Commune fut l'irruption des ouvriers parisiens sur l'arène où se règle leur propre destinée qui les a amenés à se confronter avec l'État au service de la bourgeoisie, hein, la troupe envoyée à Montmartre pour récupérer les canons, puis le gouvernement qui très vite a quitté Paris pour s'installer à Versailles, d'où le surnom de Versaillais qui sera donné à la contre-révolution. La classe ouvrière parisienne s'est confrontée aux institutions de l'État bourgeois et a été amenée à constituer son propre gouvernement, son propre État, d'une nature de classe différente. Marx disait que ce n'était pas une révolution pour remplacer la forme des institutions de l'État bourgeois, mais une révolution contre l'État bourgeois lui-même. Bien sûr, on sait, nous, que Marx, en 1852, avait déjà entrevu le fait que pour prendre le pouvoir afin de réaliser leur émancipation économique, les ouvriers devront détruire la machine d'État, qu'il appelait à l'époque cette excroissance parasitaire greffée sur la société civile. Pour les marxistes, l'État est l'instrument d'oppression d'une classe contre une autre. Mais avec l'expérience de la Commune, Marx poursuit sa réflexion et comprend que effectivement les ouvriers, la classe ouvrière, prenant le pouvoir pour renverser le système capitaliste et instaurer ce mode de production fondé sur la propriété collective des moyens de production, la classe ouvrière ne peut pas utiliser la vieille machine, le vieil appareil d'État bourgeois à son service. Elle doit, dit Marx, le briser. C'est ce que fit la Commune. C'est ce que fit la Commune. C'est ce que fit la Commune. Elle commença, après avoir pris le pouvoir le 18 mars, la classe ouvrière convoqua immédiatement des élections car les représentants des travailleurs considéraient qu'ils ne pouvaient détenir leur pouvoir de personne d'autre que du peuple travailleur. Et c'est pourquoi, à peine le 18 mars passé, des élections furent convoquées, des élections pour constituer le Conseil de la Commune, qui sera la forme du gouvernement de cet État ouvrier en train de se constituer. Le Conseil de la Commune, qui est élu le 26 mars par ces élections, dont il faut reconnaître qu'elles étaient au suffrage universel, mais exclusivement masculin. Cela fait partie aussi des faiblesses de la Commune à l'époque, qui aurait logiquement dû ouvrir ces élections à tous les électeurs faisant partie du peuple travailleur, donc bien entendu à la moitié d'entre eux qui étaient les femmes, d'autant que les femmes jouèrent un rôle déterminant, non seulement le 18 mars, mais pendant toute la durée des 72 jours de ce premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Donc les élections du 26 mars aboutissent à l'élection de ce Conseil de la Commune, mais ce gouvernement n'est en rien semblable à tous les gouvernements bourgeois qui l'ont précédé, puisque la Commune avait décrété que son gouvernement serait composé de délégués choisis essentiellement parmi la population ouvrière, délégués, élus, mandatés et révocables à chaque instant par leur mandant. Et ce principe, d'ailleurs, la Commune va l'appliquer non seulement au gouvernement, mais à toute une série de fonctions qui, dans l'État bourgeois, relèvent de professionnels. Dans l'État bourgeois, ce sont des professionnels qui constituent l'armée, qui constituent la police, la justice. La Commune va abolir l'armée permanente et la remplacer par le peuple en armes, notamment à travers la Garde nationale, qui est une véritable milice ouvrière qui s'est constituée dans les mois ayant précédé la Commune, d'abord pour les besoins, disons, de la défense de la patrie attaquée par la Prusse, mais qui va très vite, dans laquelle la dimension de classe va très vite dominer la dimension nationale. L'armée permanente est abolie, les juges et les policiers sont élus parmi la population, seule garantie que la population puisse contrôler ses tâches de maintien de l'ordre et de la justice. Donc, c'est véritablement
comme le dira Marx ensuite, briser la vieille machine d'État. Et la caractéristique du pouvoir ouvrier, c'est qu'il s'appuie sur des organes que les masses ont constitués précisément dans la période où elles ont pris le pouvoir. Euh, Notre camarade Gérard Bloch, décédé il y a plusieurs années maintenant, qui fut un dirigeant de l'Organisation communiste internationaliste pour la reconstruction de la 4e internationale en France, le camarade Gérard Bloch écrit dans un article paru dans ce numéro de La Vérité du 100e anniversaire de la Commune en mai 1971, il écrit la chose suivante: le pouvoir ouvrier ne naît pas au sein de l'État bourgeois, il ne naît pas non plus sur ses ruines, il naît en face de lui, ses organes se constituent dans la lutte contre lui, il est l'instrument des travailleurs pour abattre l'État, il se constitue d'abord comme un pouvoir contre le pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la Commune en a fait la démonstration, le pouvoir ouvrier, le gouvernement ouvrier, l'État ouvrier ne se constitue pas de l'intérieur de la société bourgeoise, il ne se constitue pas sur les ruines de la société bourgeoise, il se constitue dans et par le mouvement pratique par lequel les exploités, la classe ouvrière, se dressent contre le pouvoir de l'État bourgeois, contre le gouvernement de la bourgeoisie, et par laquelle la classe ouvrière s'organise par elle-même pour prendre ses propres affaires en main. On parlera entre février et octobre 1917 d'une situation de double pouvoir où le soviet, c'est-à-dire le conseil rassemblant les délégués des ouvriers, des paysans et des soldats, se dresse face au gouvernement provisoire représentant de la bourgeoisie en pleine décomposition. Donc, ce qui s'est passé à travers l'instauration de cette commune, l'instauration de ce premier gouvernement ouvrier de l'histoire, c'est véritablement ce processus. Et si vous me permettez cette digression quelques secondes, c'est la raison pour laquelle, pour ce qui nous concerne, militants de la 4e internationale, encore aujourd'hui et plus que jamais aujourd'hui, nous sommes particulièrement attentifs dans tout mouvement de classe, bien sûr, à la préservation des organisations existantes de la classe ouvrière, en particulier des organisations syndicales qui sont indispensables à la classe ouvrière pour pouvoir combattre pour ses intérêts de classe. Nous sommes évidemment attelés à la construction d'un parti ouvrier, d'un parti révolutionnaire, parce que nous estimons que la classe a besoin pour pouvoir vaincre et installer son pouvoir de l'aide d'un parti ouvrier révolutionnaire d'avant-garde. Mais nous sommes particulièrement attentifs, militants de la 4e internationale, quelles que soient les situations nationales d'un pays à l'autre, qui sont toujours très différentes, nous sommes particulièrement attentifs à l'aide à apporter à la classe ouvrière et au processus par lequel, souvent spontanément, la classe ouvrière, quand elle entre en mouvement, est amenée à constituer ses propres organes de représentation. Cela peut être au cours d'une grève, un comité de grève, des délégués élus par les travailleurs et contrôlés par eux, qui incluent bien entendu et qui entraînent les organisations existantes, syndicats, partis, des comités, des conseils, des soviets. Cela peut avoir un nom très différent. On a vu par exemple pendant la révolution hongroise où les ouvriers se sont dressés contre la bureaucratie parasitaire en 1956, que les ouvriers hongrois, reprenant d'ailleurs de vieilles traditions qui remontaient à 1919, ont été amenés à constituer des conseils ouvriers et on a vu ce type, comment dire, de processus dans toutes les révolutions, à commencer par la révolution russe, où les ouvriers, reprenant les traditions de 1905, constituaient des soviets. Nous sommes, militants de la 4e internationale, très attentifs à ces organes de représentation que la classe ouvrière est amenée à constituer dans une grève, en constituant son comité de grève, dans un mouvement plus vaste, en constituant des comités, des conseils. Pourquoi? Parce que c'est dans ces comités qui, au point de départ, peuvent paraître insignifiants ou marginaux, c'est à travers ces comités, ces conseils, ces regroupements, ces formes organisées, ces délégués, que petit à petit se constitue l'État ouvrier en construction qui va se dresser face à la bourgeoisie. Je ferme la parenthèse. En tout cas, une chose est certaine, beaucoup de mots ont été galvaudés dans le mouvement ouvrier depuis 150 ans. Il y a eu la révolution russe, mais il y a eu aussi la dégénérescence de la révolution russe. Il y a eu le stalinisme et ses crimes contre la révolution mondiale, pour commencer.
beaucoup de mots ont été galvaudés, en particulier le terme de dictature du prolétariat qui, dans la presse bourgeoise aujourd'hui, est devenu un synonyme du stalinisme, voire même du fascisme, puisque tout ça est pareil. Non, la dictature du prolétariat, dit Engels 20 ans après la Commune en 1891, Engels dit, regardez la Commune de Paris, c'était la dictature du prolétariat. Oui, la Commune de Paris, ce gouvernement ouvrier qui impose ses propres formes de pouvoir émanant du peuple travailleur en train de s'auto-organiser, prenant les mesures au service exclusif de la majorité travailleuse, c'était la dictature du prolétariat. Et c'est pourquoi, pour ce qui nous concerne, militants de la 4e internationale, même si ce terme a été galvaudé par le stalinisme et par l'idéologie bourgeoise, nous continuons à nous revendiquer de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire de cet organe du pouvoir ouvrier qui permet aux travailleurs, en prenant leurs propres affaires en main, de constituer leur forme de domination pour permettre d'éradiquer toute forme d'exploitation et d'oppression. Alors, je ne vais pas être très long. Il est certain que malgré sa vie extrêmement courte de 72 jours et une aire géographique très limitée qui était à l'époque la ville de Paris, la Commune, premier gouvernement ouvrier de l'histoire, a pris des mesures démocratiques et sociales extraordinaires pour une si courte période et sur une si petite aire géographique dans des conditions où, dès les premiers jours de la Commune, la bourgeoisie française, avec le soutien des troupes prussiennes qui occupent une grande partie de la France, organise la contre-attaque et commence à rassembler une armée qui, à partir de Versailles, va harceler en permanence la Commune jusqu'à son écrasement au cours de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Mais malgré cette situation, la Commune a décrété et pris des premières mesures démocratiques et sociales extraordinaires, impensables pour l'époque. La Commune de Paris, du point de vue de la démocratie, c'est évidemment la séparation de l'Église et de l'État. C'est l'instruction publique pour les garçons et les filles, gratuite, laïque et obligatoire. Et du point de vue social, même si cela a provoqué un débat, il ne faut pas idéaliser les choses. Vous savez, il y avait dans le Conseil de la Commune ce qu'on appelait la majorité et ce qu'on appelait la minorité. La majorité, pour simplifier, était composée, c'est-à-dire la majorité de ceux qui avaient été élus le 26 mars par les travailleurs parisiens lors des élections à la Commune, et qui constituèrent donc la majorité du Conseil de la Commune. La majorité n'était pas composée par des militants ouvriers, on dirait aujourd'hui des militants ouvriers lutte de classe, marxistes. La majorité des membres du Conseil de la Commune étaient ce qu'on appelle, alors souvent étaient des travailleurs, mais disons qui s'inscrivaient dans une tradition politique qui était celle, disons, issue de la Grande Révolution française de 1789-1793, puis des révolutions de 1830 et 1848. C'est-à-dire, c'était des gens qui, tout en étant membres de la classe ouvrière pour l'écrasante majorité d'entre eux, se rattachaient à des traditions politiques qui n'étaient pas celles directement du mouvement ouvrier, mais plutôt des franges les plus radicales du courant républicain antimonarchiste qui était né en France en 1789. Et la minorité était composée des militants ouvriers, en particulier des membres de l'Association internationale des travailleurs. Et il y eut un débat, est-ce qu'il fallait que la Commune prenne des mesures sociales en faveur de la classe ouvrière? Ce à quoi, dans le débat, le 12 mai, lors de la séance du Conseil de la Commune, le camarade Léo Frankel, dont je parlais tout à l'heure, déclarait: la révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, nous qui avons pour principe l'égalité sociale, je ne vois pas la raison d'être de la Commune. Il y a donc eu une bagarre pour que la Commune prenne des mesures portant atteinte à la propriété privée des moyens de production et à l'exploitation capitaliste. Vous en connaissez un certain nombre, certainement. L'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries, la réduction de la durée de la journée de travail, la réquisition des logements vides en faveur des familles qui voulaient se loger, la réquisition des ateliers abandonnés par leurs patrons qui avaient fui à Versailles comme l'écrasante majorité de la bourgeoisie le temps de la Commune, et bien entendu des mesures symboliques, l'adoption du drapeau rouge de la République universelle, puisque c'est au moment de la Commune que la classe ouvrière française a définitivement
abandonné à la bourgeoisie le drapeau tricolore de la Révolution de 1789-1793 et adopté le drapeau rouge comme le signe de ralliement de tous les exploités. Dans une lettre que Léo Frankel écrit à Karl Marx le 30 mars 1871, il explique, après son élection à la Commune, si nous réussissions à transformer radicalement le régime social, la révolution du 18 mars serait la plus efficace de celles qui ont eu lieu jusqu'à présent. Ce faisant, nous arriverions à résoudre les problèmes cruciaux des révolutions sociales à venir. Dès lors, il nous faut tout faire pour atteindre notre but. Et tout faire, il faut dire la vérité, les militants de l'Association internationale des travailleurs, qui, pendant tout le temps de la Commune, n'a pas disparu comme parti politique. La section française de l'Association internationale des travailleurs, plus exactement la fédération parisienne de l'Association internationale des travailleurs, regroupait des militants et des militantes qui, pendant tout le temps de la Commune, se sont réunis comme partis distincts représentant l'avant-garde de la classe ouvrière. Il y a eu d'ailleurs des séances, des procès-verbaux, toutes les réunions pendant toute la période de la Commune des membres de l'Association internationale des travailleurs, ce qui ont été à l'avant-garde par ailleurs de toute une série de mesures allant dans le sens de l'auto-organisation du peuple travailleur pendant la Commune. On pourrait évidemment citer un certain nombre de militants de l'international qui ont contribué au développement des syndicats, mais je voudrais attirer votre attention en particulier sur le rôle des militantes féminines de l'international, en particulier l'ouvrière française Nathalie Lemel et la militante proche de Marx d'origine russe, Elisabeth Dimitriev, envoyée d'ailleurs par Marx à Paris à la veille de l'éclatement de la Commune, qui fondèrent par exemple l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés, qui fut une organisation en tant que telle, regroupant des centaines et des centaines de femmes travailleuses dans une organisation visant à organiser la masse des femmes travailleuses pour toutes les tâches de la Révolution, y compris le combat sur les barricades. Alors, bien entendu, nous le savons, la Commune fut écrasée de façon brutale et sanguinaire, en particulier au cours de la semaine sanglante du 21 au 28 mai, inférieure en nombre et en armes devant les troupes de la bourgeoisie versaillaise. La Commune fut écrasée, 30 à 40 000 hommes, femmes et enfants massacrés, des milliers de condamnés à mort, condamnés à la déportation dans les bagnes de Nouvelle-Calédonie et de Guyane, les colonies françaises, où d'ailleurs certains des communards se rangeront, comme Louise Michel, aux côtés des peuples opprimés lorsqu'ils se révolteront contre le colonialisme français. Ce sera le cas de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, aux côtés du peuple kanak. La Commune fut écrasée et dans les débats qui ont suivi l'écrasement de la Commune dans le mouvement ouvrier, bien entendu, tout en reconnaissant la portée gigantesque de l'œuvre de ce premier gouvernement ouvrier dans l'histoire du monde, il a été également souligné les faiblesses, les erreurs de la Commune. Tout à l'heure, j'en ai évoqué une, le fait de ne pas avoir donné le droit de vote aux femmes, mais on pourrait aussi citer d'autres erreurs, une conception très discutable du fédéralisme qui a fait que la Commune de Paris, disons, considérait par exemple que les travailleurs des environs de Paris ne relevaient pas de sa juridiction et donc il ne fallait pas les rallier à la cause de la Commune. Et vous le savez, la Commune ne fut pas une révolution seulement à Paris. La Commune fut un mouvement révolutionnaire qui a balayé toute la France. Des communes furent proclamées dans toute une série de villes, furent écrasées. Mais la principale erreur de la Commune fut, on le sait, de ne pas s'être saisie de l'or de la Banque de France. C'est-à-dire que malgré ce mouvement du peuple travailleur qui poussait vers les mesures portant atteinte à la propriété privée, eh bien, le Conseil de la Commune a hésité à se saisir de l'or de la Banque de France qui était sous son nez, et or qui aurait pu servir, bien entendu, à acheter des armes, à envoyer des émissaires dans tout le pays pour rallier à la Révolution les travailleurs des villes et des campagnes de toute la France qui avaient fondamentalement les mêmes intérêts que les travailleurs parisiens. La grande communarde Louise Michel, qui deviendra ensuite une des figures de l'anarchisme en France, l'a écrit ainsi dans ses mémoires. Notre plus grande erreur fut de n'avoir pas planté le pieu au cœur du vampire, la finance. C'est très joliment dit. En tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a eu une hésitation à aller jusqu'au bout dans le fait de se saisir
de la propriété privée des moyens de production, en particulier de cet or de la Banque de France qui aurait pu être mis au service de la Révolution. Mais ces hésitations, en fait, elles proviennent d'une faiblesse que Marx soulignait dans le rapport dans la discussion qui s'est menée dans l'Internationale au lendemain de l'écrasement de la Commune, quand il disait en France, le mouvement a échoué parce qu'il n'avait pas été assez préparé. Pas été assez préparé parce qu'en 1871, la classe ouvrière, en France comme dans tous les pays européens, n'en était encore qu'au début de sa constitution comme classe pour soi, c'est-à-dire classe consciente de ses intérêts et organisée pour cela. Elle en était, comment dire, à ses débuts, et le mouvement a échoué parce qu'il n'avait pas été assez préparé, parce que oui, la classe ouvrière n'avait pas encore pu disposer de l'instrument indispensable du parti d'avant-garde dont elle a besoin et pour lequel Marx, Engels et ensuite Lénine, Trotsky et bien d'autres se sont attelés en construisant à travers la première, puis la deuxième, la troisième internationale et la quatrième, l'instrument indispensable pour aider la classe ouvrière à prendre le pouvoir, le garder et exproprier le capital. Je voudrais conclure mon propos en vous livrant quelques réflexions sur ce qui me paraît être vraiment l'actualité de la Commune de Paris, malgré toutes ses faiblesses, malgré son écrasement atroce. Le mouvement ouvrier en France a mis 10 ans à s'en remettre de l'écrasement de la Commune. Il faudra attendre le début des années 1880 pour que les survivants de la Commune revenus d'exil et les ouvriers d'avant-garde puissent commencer à reconstruire le mouvement ouvrier. Malgré toutes ces faiblesses, ces erreurs, malgré la répression terrible, quelques réflexions sur l'actualité de la Commune de Paris. Je crois qu'on peut dire des travailleurs parisiens de 1871 ce que Rosa Luxembourg disait des bolcheviks après la prise du pouvoir par les soviets en octobre 1917. Ils furent les premiers qui ont osé. Oui, la Commune de Paris a osé ne pas reconnaître la légitimité des institutions que la bourgeoisie demandait à toute la société de considérer comme légitimes, immuables, inamovibles, tout comme aujourd'hui, en France, on nous demande de reconnaître la légitimité des institutions de la Ve République et vous, en Belgique, les institutions de la monarchie belge, prétendument immuables, qui sont un cadre et un horizon indépassables, comme devrait l'être, d'après tous les partisans de l'ordre établi, le système capitaliste. Ils ont osé ne pas reconnaître la légitimité de ces institutions et y opposer leurs propres institutions ouvrières qu'ils ont forgées dans le cours du combat, à travers d'abord la garde nationale, puis la commune elle-même. Ils ont osé constituer une forme de pouvoir d'État qui n'était pas un pouvoir d'État imposé par une minorité par en haut sur la majorité, mais était à l'inverse, le pouvoir d'État de la majorité contre les intérêts d'une petite minorité refusant de perdre ses privilèges et qui était donc constitué par l'immense majorité par un processus venu d'en bas, élisant ses délégués, les contrôlant et les révoquant s'ils ne respectaient pas leur mandat. Ils ont osé commencer à s'attaquer à ce qui est la racine de l'exploitation, à savoir, et de toutes les formes d'oppression, à savoir la propriété privée des moyens de production, le mode de production capitaliste. Ils ont donc osé opposer au pouvoir de la bourgeoisie un gouvernement ouvrier capable de prendre les mesures d'urgence exclusivement au service du peuple travailleur. Et ces questions-là ne sont pas des questions historiques, ne sont pas le fait de nostalgique du 19e siècle que nous serions, ce sont des questions d'actualité. Voilà plus d'un an que le système capitaliste voit sa crise d'agonie s'accélérer. La pandémie de Covid a été évidemment un accélérateur de la crise du régime capitaliste. Elle a fait la démonstration qu'aucun gouvernement capitaliste sur cette planète, pas plus en Belgique qu'en France, qu'au Brésil, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, n'est capable de protéger sa propre population contre une pandémie, contre un virus, alors que nous avons atteint un développement technologique, scientifique qui permettrait, bien entendu, s'il existait un véritable investissement public dans la recherche, s'il existait des moyens pour constituer des commissions de médecins, de scientifiques, il y aurait la possibilité de trouver très rapidement tous les vaccins et tous les médicaments nécessaires pour lutter contre une telle pandémie. Mais je veux dire, nous vivons dans cette situation où depuis un an en particulier, les coûts
se sont accélérés contre la classe ouvrière, euh, exacerbant toutes les contradictions de classe et mettant, selon nous, militants du comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale, mettant à l'ordre du jour la nécessité de véritables gouvernements au service des travailleurs qui prendront les mesures nécessaires pour sauver la population travailleuse. Alors, nous savons que nous sommes, nous, les travailleurs de chaque pays, confrontés à d'énormes obstacles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en tout cas ceux qui parmi vous, et j'en reconnais quelques-uns sur mon écran, sont abonnés à l'hebdomadaire La Tribune des Travailleurs, que publie chaque semaine en France le Parti ouvrier indépendant démocratique. Ceux qui sont abonnés à La Tribune des Travailleurs savent en particulier qu'en France, une véritable union sacrée a été scellée au sommet le 19 mars 2020, donc il y a un peu plus d'un an, lorsque, à l'Assemblée nationale, Macron, représentant des banques et du capital financier, a fait voter son plan de relance de l'économie, c'est-à-dire 343 milliards d'euros donnés aux patrons et aux banquiers, soi-disant pour relancer l'économie, en fait, tout simplement pour engraisser encore plus les actionnaires. Les entreprises qui ont reçu une partie de ces 343 milliards d'euros se sont empressées, pour être plus rentables, de dégraisser. Par exemple, Air France, la compagnie aérienne, qui a touché 7 milliards d'euros, s'est empressé de faire un plan de 7000 licenciements. Renault, le constructeur automobile, qui a reçu 5 milliards d'euros de ces 343 milliards, s'est empressé de faire un plan de 4500 suppressions d'emplois. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce plan de renflouement des capitalistes, il a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale, de Madame Le Pen à l'extrême droite, en passant par la droite, par les macronistes, et puis par tous les représentants de l'Assemblée nationale qui parlent au nom des travailleurs. Les députés du Parti socialiste, du Parti communiste français, de la France insoumise, tous ont voté comme un seul homme ce plan de 343 milliards. C'est-à-dire qu'ils se sont tous liés à Macron et à la classe capitaliste pour sauver les banques et les capitalistes pendant que dans les hôpitaux, un appel est sorti il y a quelques jours en France de 41 médecins des hôpitaux de Paris qui lancent un cri d'alarme en disant le gouvernement, la politique du gouvernement nous contraint à choisir aujourd'hui dans les services quels malades vont être sauvés et lesquels seront condamnés à mort. Et nous n'acceptons pas car nous sommes des médecins qui avons prêté le serment d'Hippocrate et qui sommes là pour soigner et non pas pour condamner des personnes sous prétexte qu'elles sont trop vieilles, trop malades, à ne pas être soignées. Cette politique, elle est donc soutenue par les dirigeants du mouvement ouvrier, pas seulement en France, vous le savez bien, vous en Belgique, où le gouvernement De Croo, qui s'est constitué il y a quelques mois, est un gouvernement d'union contre nature, je dirais, où les représentants de la bourgeoisie, qu'elles soient néerlandophones ou francophones, se retrouvent dans le même gouvernement que des gens qui parlent au nom des travailleurs. Je parle bien entendu des ministres du Parti socialiste et du SPA. Que font des ministres socialistes dans un gouvernement qui passe son temps à remettre en cause les droits ouvriers, à voter des subventions de milliards aux capitalistes pendant qu'ils sont incapables de protéger la population contre la moindre épidémie? Eh bien, moi, je salue l'initiative de nos camarades de l'Organisation socialiste internationaliste qui ont décidé d'engager une campagne pour dire dehors les ministres socialistes du gouvernement. Vous n'avez rien à faire dans un gouvernement qui traîne les dirigeants de la FGTB devant les tribunaux, qui en permanence remet en cause les droits ouvriers. Et c'est tout à fait juste. Pourquoi? Bien sûr, nous n'avons aucune illusion dans les ministres socialistes, que ce soit en Belgique, en France ou dans n'importe quel pays du monde. Nous savons que ce sont des gens qui ont depuis longtemps lié leur sort à la survie du régime de la propriété privée des moyens de production. Mais nous savons que pour aider la classe ouvrière, que ce soit en France, en Belgique, dans n'importe quel pays du monde, pour aider la classe ouvrière à accomplir ses tâches historiques, à proclamer les nouvelles communes de demain, il faut réaliser l'unité de toute la classe ouvrière, classe contre la bourgeoisie. Et classe contre la bourgeoisie, ça commence par le fait de dire des ministres qui se réclament des travailleurs, qu'ils se disent socialistes ou communistes comme en Afrique du Sud, où c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui fait tirer en ce moment sur les étudiants membres du Parti communiste d'Afrique du Sud, qu'ils soient socialistes, communistes, insoumis ou tout ce que vous voulez, des ministres qui se réclament des travailleurs n'ont rien à faire dans un gouvernement capitaliste et les travailleurs ont bien raison pour pouvoir affaiblir ces gouvernements capitalistes et les affronter, d'exiger que ceux qui parlent en leur nom rompent avec la bourgeoisie, comme en France nous exigeons des dirigeants du Parti socialiste, du Parti communiste ou de la France insoumise qui prétendent faire quelques discours contre Macron. Eh bien, ils n'ont qu'à commencer, s'ils veulent affronter Macron, ils n'ont qu'à commencer par dénoncer leur vote
du 19 mars, où ils se sont couchés devant Macron, ils se sont couchés devant la classe capitaliste. Et c'est pour ça qu'il nous paraît indispensable, et je conclurai là-dessus, pour justement ne pas répéter les faiblesses de la commune, qui étaient un peu inévitables à l'époque, qu'il est indispensable de forger le Parti ouvrier révolutionnaire, le Parti de la classe ouvrière, le Parti de la révolution socialiste mondiale. C'est une tâche extrêmement difficile. Des générations entières s'y sont attelées avant nous et elles ont subi des succès, mais aussi beaucoup de défaites, de trahisons. Mais pour autant, nous savons qu'il n'y a pas d'autre voie pour aider la classe ouvrière à accomplir ces tâches historiques que d'aider à forger cet instrument indispensable, le Parti ouvrier, le Parti révolutionnaire. Et c'est pourquoi nous sommes partie prenante du combat pour la reconstitution de la 4e internationale. Et que pour ce qui concerne en tout cas les assistants belges à cette réunion ce soir, je les invite à rejoindre les rangs de l'Organisation socialiste internationaliste, qui est en Belgique l'organisation qui combat pour la reconstitution de la 4e internationale. Comme le président est extrêmement laxiste, il m'a laissé parler un peu plus que le temps qui avait été prévu au point de départ. Je ne vais quand même pas abuser de sa gentillesse. Et donc, je m'arrête là pour laisser place à la discussion. Merci de votre attention. Merci Dominique pour ce très bon exposé, très instructif. Et donc, ben voilà, place à la discussion. Alors Marc, tu as demandé la parole, je te la donne, mais tu dois te démuter toi-même. Euh, Voilà. Merci pour cette présentation très riche, très intéressante, surtout à la fin, la présentation dans notre situation contemporaine. J'ai le sentiment que le problème aujourd'hui a pris une autre forme avec le réchauffement climatique, avec la croissance et la décroissance qu'il faut organiser et que personne ne veut organiser. Est-ce que vous sentez aussi cette différence de situation? Gilles. Voilà, vous m'entendez? On t'entend. Oui, voilà. Pour moi, une autre grande différence également avec l'époque actuelle, c'est que le capitalisme, même s'il n'a pas changé de nature, même s'il continue d'être une espèce de monstre parasite, a pris un côté séducteur à travers la société de consommation. Je pense que beaucoup de gens de la classe ouvrière ont perdu cette conscience de classe parce qu'ils ont cédé à la séduction qui est faite par la société de consommation. Et donc, là aussi, il y a un énorme combat à mener pour montrer que ce qui se cache réellement derrière cette séduction, et ça, je pense que c'est quand même très, très récent et très nouveau. Vas-y, Roberto. Juste pour dire que dans l'actualité, il y a eu la grève hier pour les augmentations de salaire, pour la liberté de négocier les salaires. C'est quand même extraordinaire de pouvoir faire une grève en pleine pandémie. Donc, en Belgique, on ne se gêne pas. C'est une grève pour augmenter les salaires parce que tous les témoignages sont convergents. Les salaires sont très, très bas en Belgique. Les pensions sont très, très basses. La pauvreté est galopante. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, moi, je ne veux pas polémiquer, mais je trouve que on est loin de la société de consommation. On est de plus en plus dans la société de précarité, du chômage permanent, des petites pensions, des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Donc, je dirais, on a plus la pression finalement inverse, c'est qu'à cause du fait qu'il y a tellement de précarité, on a l'impression que les syndicats ne s'adressent qu'aux gens qui ont des bons salaires, ce qui n'est pas plus mal, et que ce qui ne manque, c'est l'unité de toute la classe ouvrière pour rassembler les couches les plus pauvres avec les couches qui ont encore une bonne situation, pour pouvoir tirer vers le haut, pour que toute la classe ouvrière belge
on va dire, monte en puissance et monte avec des meilleurs salaires. C'est vraiment ça l'enjeu de la grève de hier, c'est la différence quoi, là, entre les syndicalistes qui disent il faut donner des augmentations de salaire dans les secteurs où les patrons ont fait du profit, donc pas d'augmentation de salaire pour les salons de coiffure, hein, où il y a des ouvrières souvent coiffeuses, parce que là, il n'y a pas de bénéfice. Donc, c'est vraiment un discours très, très compliqué à défendre quand on est militant syndical. Mais en même temps, je crois que les gens, ils veulent tous... c'est ça qui prouve le succès de la grève de hier. C'est tout le monde veut des augmentations de salaire parce que justement, on veut accéder à un niveau de consommation, on va dire, décent, quoi. Sinon c'est la bérésina, quoi. Enfin, voilà ma petite réaction pour l'instant. Très rapidement, trois réflexions par rapport aux interventions qui ont été faites. Bon. D'abord, moi, je ne crois pas que, bien sûr, le capitalisme de 2021 n'est pas équivalent à celui de 1871. Il y a une différence majeure pour nous, de notre point de vue, c'est qu'en 1871 encore, le système capitaliste était encore facteur de progrès et de développement des forces productives. Vous le savez peut-être pour les marxistes et le courant qui aujourd'hui se réclame de la 4e internationale, c'est ce que Lénine a appelé le stade suprême du capitalisme, l'impérialisme, qui est le tournant majeur de l'histoire du mode de production capitaliste. D'abord, précisons une chose, le mode de production capitaliste existe depuis quoi? Le 15e, 16e siècle. Nous sommes au 21e siècle. 5 siècles à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est une petite goutte d'eau. Donc le système capitaliste n'a pas toujours existé. Il n'existera pas toujours. Il y en a eu bien d'autres avant lui. Il y en aura d'autres après lui. Pour nous, le mode de production capitaliste n'a rien d'un horizon indépassable. Mais la principale différence, c'est que entre 1871 et 2021, c'est que 2021, c'est après le début du XXe siècle, c'est après 1914, la première guerre impérialiste mondiale, où le système capitaliste a montré que à ce moment-là, il n'était plus capable d'apporter le moindre développement aux forces productives de l'humanité. Il n'était plus capable de satisfaire les besoins de l'immense majorité de l'humanité sur notre planète. Et de ce point de vue, ce système, il faut le dire, même si du point de vue des forces politiques, il n'y a plus beaucoup de courants politiques qui affirment ce que nous affirmons, le système capitaliste est un système qui a fait son temps. Et s'il continue à se maintenir encore aujourd'hui, alors qu'il n'est plus capable, on le voit avec la pandémie, il n'est plus capable de satisfaire les besoins les plus vitaux et les plus élémentaires de 7 milliards d'individus, en dehors du profit de quelques centaines de milliers de capitalistes. Je veux dire, le système capitaliste n'est plus capable aujourd'hui d'apporter le moindre progrès à l'humanité. Il entraîne même des pans entiers de l'humanité dans la barbarie et la régression. La seule raison pour laquelle il tient, ce n'est pas parce que les ouvriers, parce que les travailleurs, c'est-à-dire parce que la classe sociale, la force sociale, la seule capable de renverser ce système, se serait embourgeoisée ou se serait finalement aurait accepté, il trouverait son compte. Non, la seule raison, en tout cas c'est le point de vue des militants de la 4e internationale, c'est ce que nous expliquons dans notre programme, la crise de l'humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire du prolétariat. Si aujourd'hui, le système capitaliste, malgré la résistance gigantesque des travailleurs et des peuples dans le monde entier, s'il réussit à tenir, c'est parce que ceux qui parlent au nom des travailleurs dans le monde entier, les dirigeants des grands partis socialistes et sociodémocrates, les dirigeants des partis communistes ex-staliniens ou liés à la Chine, les dirigeants des mouvements de libération et les dirigeants des grandes centrales syndicales ont tous lié leur sort à la survie de ce régime capitaliste failli. La société de consommation, oui, les travailleurs, par leur lutte de classe, pendant des dizaines et des dizaines d'années, ont arraché, des augmentations de salaire, des systèmes de protection sociale, des conventions collectives, des mutuelles, de tout ce que vous voulez, qui leur ont permis d'améliorer leur situation.
Mais ne croyez pas que c'est parce que les travailleurs, à un certain moment, ont pu consommer un peu plus qu'ils auraient perdu leur conscience de classe. L'augmentation du niveau de vie dans les pays, par exemple, capitalistes d'Europe de l'Ouest, n'a jamais empêché les grèves générales et la lutte de classe de se développer. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, ce qu'a dit Roberto est parfaitement exact. Aujourd'hui, le niveau de vie moyen des masses dans le monde entier est en train de régresser à une vitesse accélérée. Prenez les États-Unis. Il y a eu, en l'espace d'un an, avec cette accélération de la crise du capitalisme provoquée par la pandémie, il y a eu depuis un an des dizaines de millions de travailleurs américains qui ont perdu leur emploi. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont retrouvé d'autres emplois qu'à un niveau de salaire et de conditions de travail largement inférieur à celui qu'ils avaient perdu. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont tout simplement jamais retrouvé de travail. Je ne sais pas si vous avez vu ces photographies, on les publie insuffisamment dans notre presse, les files de voitures, des milliers de voitures aux États-Unis qui font la queue devant les banques alimentaires de distribution de colis alimentaires. Parce qu'aux États-Unis, le nombre de travailleurs, d'enfants qui, depuis un an, souffrent de la faim a été multiplié par je ne sais plus combien. Excusez-moi, je n'ai pas préparé bien cet exposé, j'aurais dû venir avec les chiffres, mais on les trouvera et on les republiera dans la tribune des travailleurs et dans le bulletin Unité, de façon à ce qu'en permanence, on utilise ces chiffres comme un acte d'accusation. Donc, il y a aujourd'hui un effondrement du niveau de vie. Ce qui a pu effectivement apparaître comme une illusion pendant quelques années, pendant quelques décennies après la guerre, les 30 glorieuses, la société de consommation, tout ça, c'est terminé de toute façon. Mais j'insiste, ce n'est pas la société de consommation qui a mis des bâtons dans les roues de la marche de la classe ouvrière pour prendre le pouvoir et en finir avec le capitalisme. Les principaux responsables du maintien de ce système à bout de souffle, nous les accusons, ce sont les dirigeants des grands partis qui parlent au nom des travailleurs. Rappelez-vous, en 1991, l'Union soviétique, dirigée par cette bureaucratie parasitaire, s'est effondrée et tout le monde s'est empressé de proclamer le fait que le capitalisme était devenu un horizon indépassable, qu'il fallait bien faire avec, que ce n'était pas formidable, mais que de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix, que tout ce qui avait été tenté pour faire autre chose avait échoué et qu'il fallait renoncer à l'objectif historique de la classe ouvrière, la prise du pouvoir. Le réchauffement climatique, les problèmes d'environnement, etc. Vous le savez, comme parti politique marxiste, nous refusons d'avoir une position officielle sur les questions médicales ou scientifiques. Par exemple, comme parti, le CORCI, le Comité d'organisation pour la reconstruction de la 4e internationale, se gardera bien de prendre position sur d'où vient le Covid, d'où vient ce virus, etc. Laissons les scientifiques et les médecins travailler, donnons-leur les moyens de travailler, et pour cela, libérons la recherche scientifique, la médecine, la santé et la science en général, libérons toutes ces sciences, des griffes du régime de la propriété privée des moyens de production. Nous n'allons pas nous prononcer, nous, pour savoir est-ce qu'il y a un réchauffement climatique, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il est d'origine humaine et dans quelle proportion. Ça, c'est le travail des scientifiques qui, pour travailler véritablement, devront être libérés de toute pression liée à la loi du profit. Mais pour notre part, comme marxistes, nous prétendons, c'est très prétentieux, mais nous prétendons que ce ne sont pas les courants de l'écologie politique qui, les premiers, il y a 30 ou 40 ans, se sont intéressés aux questions d'environnement. Les courants de l'écologie politique, qui ont comme caractéristique, pour la plupart d'entre eux, de séparer l'avenir de l'environnement de l'humanité, ce qui est une aberration, puisque depuis des millions d'années maintenant, l'homme et son environnement naturel s'interpénètrent, interagissent en permanence. L'homme est ce qu'il est de par son environnement, mais l'environnement est ce qu'il est de par l'intervention de l'homme, et ceci depuis des millions d'années. C'est pourquoi, pour les marxistes, qui ont été les premiers à s'intéresser aux questions d'environnement, relisez Engels, Dialectique de la nature, relisez ce que Marx écrit dans le Capital quand il dit que le système capitaliste tend à épuiser les deux sources principales de toute richesse, la terre et le travailleur. Donc, les marxistes peuvent se targuer d'être les premiers à s'être intéressés aux questions environnementales. Mais leur caractéristique, c'est que
Il refuse, contrairement à toute une série de courants réactionnaires qui se revendiquent de l'écologie politique et qui généralement masquent derrière cela qu'ils sont tout simplement des partis bourgeois. Contrairement à ces courants réactionnaires, les marxistes refusent de séparer l'avenir de l'humanité et l'avenir de son environnement, ou inversement, l'avenir de l'environnement de l'avenir de l'humanité. Les deux sont liés indissolublement. C'est pourquoi, pour les marxistes, le règlement des questions d'environnement et de l'humanité ne pourront se faire qu'en se libérant d'un régime fondé sur la propriété privée, c'est-à-dire sur le profit d'une petite minorité prête à tout sacrifier, et l'humanité et son environnement, pour garantir ses vacances en yacht, ses comptes en banque aux îles Caïmans et ses palais dans les plus beaux endroits de la Terre, pendant que l'immense majorité de l'humanité est plongée dans la déchéance et la misère. Voilà quelques éléments que je voulais préciser, mais qui ne prétendent pas évidemment épuiser le débat par rapport aux interventions qui ont été faites par les camarades. Merci Dominique. Lionel avait demandé la parole, mais je l'avais demandé juste avant lui, donc je me permets de prendre la parole. Ne vous battez pas. Non. Par rapport à la conscience de classe, moi je vois un peu ce que le camarade veut dire. On a parfois cette impression quand on discute avec certaines personnes, mais je pense que cette conscience des classes, elle va revenir en plein dans la figure de tout le monde. On en est conscient ici avec la crise du coronavirus. Par exemple, on a appris il y a quelques jours que ceux qui ont été forcés d'être mis au chômage économique à cause de la crise du coronavirus, eh bien, ils vont devoir repayer 1500 € d'impôts en plus en fin d'année. Alors que dans le même temps, on se rend compte que les grands capitalistes en Belgique ont fait d'immenses profits, ont fait encore des milliards de profits qui survivent très bien à cette crise du coronavirus. Et donc, je pense que la conscience de classe, elle est tous les jours. Autre élément qui va permettre aussi de redonner un peu de conscience de classe à certaines personnes qui l'auraient peut-être oublié, c'est une des revendications de la Commune de Paris, c'était la journée de travail de 8 heures, qui est effectivement, quand on a un contrat de travail avec son patron, ben, il y a une durée de travail et il y a aussi un salaire. Et je pense que c'est les deux éléments fondamentaux sur lesquels la classe capitaliste essaye de nous attaquer, c'est donc le salaire et la longueur de la journée de travail. Alors sur le salaire, bah, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement précédent a organisé un tax shift, ce qui a fait en sorte que les salaires n'ont pas augmenté alors que le coût de la vie a augmenté. Ce qui, quand on fait des maths basiques, bah, c'est équivalent à une diminution de salaire si le niveau de vie reste maintenu. Donc, c'était clairement une attaque contre les salaires. Et par rapport au temps de travail, évidemment, le temps de travail, il ne faut pas le prendre le temps de la journée de travail. C'est plus global que ça. C'est le temps qu'un travailleur va mettre à travailler pendant toute sa vie. Pareil, le gouvernement précédent, vous savez, il nous a forcé maintenant à prendre la pension à 67 ans et plus à 65 ans. Donc, c'est 2 ans de travail, ça c'est gratuit, quoi, c'est tout bénef. Et, et on aurait pu croire que le gouvernement actuel, avec le PS, allait revenir sur ces deux attaques contre les travailleurs, le tax shift et la retraite à 65 ans. Et bien, force est de constater que non, le PS ne revient sur rien de ce qu'a fait le maire dans le gouvernement précédent. Alors, je sais qu'ici, il y a quelques profs. Je suis moi-même prof. Une des dernières nouvelles qu'on a apprises, c'est que la ministre, les différents ministres de l'enseignement, sont en train de proposer une réforme des rythmes scolaires. Alors, dans le média, on entend donc qu'on va nous demander de travailler plus ou moins 2 semaines en plus à juillet et août. Et en contrepartie, on aurait une semaine de congé en plus à Carnaval et une semaine de congé en plus au congé d'automne, ce qui voudrait dire moins 2 semaines plus 2 semaines, ça apparaît équitable. On peut discuter si c'est intéressant de prendre des vacances quand il fait froid, ça c'est autre chose, contre des vacances où il fait potentiellement beau en été. Donc ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais ce qu'on ne dit pas dans le débat, c'est que dans la proposition de la ministre, il est bien dit qu'il faudra faire travailler les profs 5 jours de plus pendant les congés qu'auront les élèves en plus. Donc en fait, ce qui paraissait équitable, ben non, finalement, c'est de nouveau une attaque. C'est au moins 5 jours de travail en plus que les enseignants vont devoir prester, alors qu'on touche aux précieuses vacances de juillet-août qui permettent quand même à un enseignant de reprendre une année en septembre sur de bonnes bases, parce que c'est un métier très éreintant psychologiquement. Les 2 mois de vacances sont vraiment nécessaires pour bien reprendre le travail en septembre. C'est juste un exemple parce que moi, c'est mon métier, mais donc voilà, la classe ouvrière, les travailleurs sont attaqués tous les jours par
la classe capitaliste, les propriétaires des moyens de production, via le Parlement et les ministres actuellement au pouvoir. Voilà 2-3 éléments de réponse que je voulais apporter. Je te donne la parole, Lionel. Merci. Bonsoir à tous. Ben oui, moi aussi, c'était sur la conscience de classe. C'est effectivement une grosse question. Mais j'ai directement pensé à Uber, moi, quand j'ai entendu parler de ça. Donc, est-ce que la société de consommation nous fait oublier à quelle classe on appartient? Uber a essayé d'inventer, nous a fait croire qu'il inventait un nouveau statut qui était l'auto-entrepreneuriat. Sauf qu'on a vu partout où Uber existait, donc à l'international, que les travailleurs ne s'isolaient pas à cause de ça. Justement, ils se réunissaient, ils se constituaient en syndicats et ils luttaient. D'ailleurs, en Angleterre, récemment, ils ont... c'est chez Uber ou Deliveroo, je ne sais plus, c'est le même genre d'idée. Ils ont acquis le statut de salarié. Et en Espagne également. Ah voilà, en Espagne, c'est Deliveroo et en Angleterre, c'est Uber. Donc, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. En fait, il y a beaucoup d'exemples. Dans le bulletin Unité, on a un article sur les chroniques du combat des travailleurs. Ici, je vois, enfin, il y en a 1, 2, 3. En un mois, il y a eu 11 mouvements, 11 grèves, juste en Belgique. Mais ça, évidemment, forcément, on n'en parle pas tous les matins sur la première. Faut lire le bulletin Unité pour le savoir. 11 actions comme ça, et on en a sûrement loupé. Est-ce que c'est pas de la conscience de classe, d'une certaine manière? Hier, j'ai fait le tour des piquets de grève du côté de Liège et j'ai rencontré des travailleurs du service public qui faisaient grève, donc des travailleurs de la tech. Ils ont fait pression dans leur syndicat pour pouvoir faire grève, puisqu'au départ, ça concernait surtout les travailleurs du privé. Mais eux, non, ils considèrent qu'il n'y a pas de différence, on doit tous lutter ensemble. Donc ça, pour moi, c'est une conscience de classe. Alors, avoir la conscience de sa classe et lutter pour sa classe, bon, forcément, c'est pas exactement la même chose. C'est peut-être aussi un petit peu à ça qu'on peut servir de temps en temps, nous. Voilà, donc je pense qu'en fait, assez régulièrement, on peut observer ça. Et moi, ça me met en joie, justement. J'avais encore un truc à dire. Ah oui, sur la question, forcément, de la trahison des dirigeants syndicaux et des partis qui disent parler au nom des travailleurs. Justement, encore sur ces piquets, le mot qui revenait le plus souvent, c'était « mais un jour, c'est pas assez ». La phrase qui revenait le plus souvent, « un jour, c'est pas assez ». C'est pas avec un jour de grève qu'on arrivera même à faire bouger les lignes. Donc, il y a à la fois pour moi une conscience de classe, mais qui n'est peut-être pas intellectualisée. Et il y a en plus la conscience du blocage de ce qu'on appelle les têtes, on pourrait appeler ça les têtes pensantes du prolétariat. Non, peut-être pas. Mais donc, les deux, j'ai observé ça sur tous les piquets de grève hier. Donc voilà, je ne pense pas que ce qu'on appelle la société de consommation s'oppose à notre lutte et à notre conscience de classe. Oui, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas seulement Benoît, mais un deuxième émigré français qui participe en cachette à cette réunion. Et comme il n'a pas de micro, il m'a envoyé sa question sur WhatsApp. Donc, peux-tu relayer ma question? L'obstacle le plus important, ce n'est pas Macron, pour la France, précise-t-il, mais l'Union nationale qui le protège. Comment aider à réaliser l'unité ouvrière contre l'Union nationale sans sectarisme ni opportunisme, par exemple les militants ouvriers d'autres organisations et aussi les jeunes, comment briser l'union nationale? Vaste question à laquelle je dirai mon point de vue tout à l'heure, après les autres interventions, s'il y en a. Bah, écoute, Dominique, je crois que tu peux déjà répondre à cette question. Non, je vais poursuivre avant d'aborder cette question sur la question de la conscience de classe, parce que qu'est-ce qui affaiblit la conscience de classe? Que le travailleur peut s'acheter une meilleure voiture? Non. Que ses enfants peuvent avoir des jouets plus chers à Noël?
donc la société de consommation, c'est bien ça. Est-ce que c'est ça qui affaiblit la conscience de classe? Ou bien est-ce que c'est la politique de dirigeants qui bah, sont à la tête des organisations que les travailleurs ont construites pour leur lutte de classe et qui, par exemple, considèrent qu'il est normal pour un socialiste de participer à un gouvernement capitaliste, ou qu'il est normal pour un socialiste, un communiste ou un insoumis de voter avec Macron 343 milliards d'euros pour les patrons et les banquiers pendant que les hôpitaux sont en train d'être étranglés financièrement et qu'on meurt dans les hôpitaux en France par manque de soins. Est-ce que ce n'est pas ça qui affaiblit la conscience de classe? Écoutez, vous êtes dans un pays où le parti traditionnel, qui s'appelait autrefois le Parti ouvrier belge et qui s'appelle maintenant le Parti socialiste pour la version francophone, pour la version néerlandophone, vous demanderez à Gaëtan qui vous le dira directement en néerlandais, mais moi j'en suis incapable. Non, vous êtes dans un pays dans lequel le parti ouvrier traditionnel, historique, alors ses héritiers plus exactement, trouvent normal de siéger dans un gouvernement aux côtés des représentants des exploiteurs. On sait bien pour la bourgeoisie quel est l'intérêt d'avoir des ministres du Parti socialiste et du SPA en Belgique dans un gouvernement bourgeois. On connaît les liens historiques entre le Parti socialiste et la FGTB. On sait que des ministres socialistes vont être un élément de pression sur la FGTB, sur son appareil évidemment, pour faire accepter la politique de la bourgeoisie. Mais est-ce que le fait que des dirigeants qui se réclament du socialisme, du communisme, de l'insoumission ou je ne sais quoi, passent leur temps à servir la soupe aux capitalistes, est-ce que ce n'est pas ça qui affaiblit la conscience de classe? Moi, je suis dans un pays où la principale organisation syndicale et la principale organisation ouvrière s'appelle la Confédération Générale du Travail, la CGT, qui a encore jusqu'à présent 700 000 membres. Cette organisation, sa direction, les différentes fractions de sa direction qui passent leur temps à s'affronter, certaines prétendant être beaucoup plus radicales que d'autres, etc., passent son temps à publier des déclarations, des tracts dans lesquels il n'y a plus aucune revendication ouvrière. Écoutez, en France, en ce moment, j'imagine malheureusement que c'est le cas aussi en Belgique, en France, en ce moment, il y a une vague de licenciements comme on ne l'a jamais connue. Les patrons licencient à tour de bras, et souvent, ils le font après avoir touché les fameux 343 milliards d'euros qu'ont voté à l'Assemblée nationale il y a un an, à l'unanimité, les députés socialistes, communistes et insoumis. On est dans un pays où les licenciements, il n'y a pas une entreprise, notamment dans le privé, qui n'est pas touchée en ce moment par des plans de licenciement qui jettent à la rue des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs. La direction confédérale de la CGT, il y a quelques semaines, a sorti un tract, ou plus exactement une dizaine de ces fédérations ont sorti un tract national dont le thème était la réindustrialisation de la France. Eh bien, figurez-vous que sur ce tract national sur la réindustrialisation de la France, au moment où on la désindustrialise à tour de bras, parce qu'il faut se séparer de toutes les activités censées être non rentables ou non suffisamment rentables pour les actionnaires, dans ce tract recto verso publié par 10 fédérations de la CGT, il n'y avait pas une seule ligne, un seul mot qui demandait le maintien de tous les emplois, qui demandait l'arrêt des licenciements. Je ne parle même pas de l'interdiction des licenciements, qui est à la limite un mot d'ordre politique, qui pose le problème justement d'un gouvernement ouvrier qui interdirait les licenciements. Je parle de la revendication syndicale qui est le maintien de tous les emplois. Cette revendication n'était pas sur ce tract de la CGT. N'est-ce pas ça qui affaiblit la conscience de classe? Par contre, il y a, pour un tract sur les suppressions d'emplois qui n'en demande pas l'arrêt, il y a 10 communiqués de la direction de la CGT qui posent le problème du développement durable, du commerce équitable, de toutes ces conneries dont on nous rabat les oreilles, etc., qui n'ont plus aucun rapport, je veux dire, avec la lutte de la classe ouvrière et qui prétendent remplacer la lutte de la classe ouvrière par des soi-disant questions sociétales séparées de tout contenu de classe, etc. Ce n'est pas ça qui affaiblit la conscience de la classe ouvrière? Alors, moi, je crois que la question a un rapport avec celle qu'a posée mon compatriote Bernard sur comment faire pour briser l'union nationale.
Comment faire pour briser l'union nationale? D'abord, je remarque une chose, la classe ouvrière elle a d'énormes ressources en elle. Moi, je suis entièrement d'accord avec Lionel. L'exemple d'Uber, il est très éclairant. Aux États-Unis, puisque ça vient de là-bas, forcément, dire la pointe avancée de la barbarie capitaliste, des entrepreneurs ont eu l'idée, de continuer à exploiter les gens, mais tout en leur privant des peu de droits qui étaient attachés au statut de salarié. En inventant ce statut d'auto-entrepreneur qui fait qu'effectivement, tout en étant exploité en réalité par les plateformes, on devient soi-disant son propre patron et on devient son propre exploiteur d'une certaine façon. Bon, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en Californie? Qu'est-ce qui s'est passé récemment en Grande-Bretagne? Qu'est-ce qui se passe avec les plateformes comme Deliveroo, etc., ou des milliers de jeunes qui sont surexploités à vélo, en mobilette ou je ne sais quoi, commencent à se regrouper, à s'organiser et souvent à se tourner vers les syndicats ouvriers? Eh bien, même atomisés, même individualisés, même privés des droits les plus élémentaires qui sont accordés aux ouvriers les plus surexploités, les salariés, enfin les travailleurs plus exactement d'Uber, soi-disant auto-entrepreneurs, ont commencé à se regrouper, ont commencé à s'organiser et ont obtenu, dans un certain nombre de cas, le fait d'être reconnus comme salariés et de bénéficier des droits des salariés. Mais regardez ce qui se passe en ce moment chez Amazon. Amazon, c'est véritablement le bagne. On tue les gens à la tâche, dans des conditions de... Eh bien, on tue les gens à la tâche, mais même en embauchant des milliers de jeunes sans expérience syndicale, sans expérience d'organisation, sans expérience de lutte de classe, eh bien, je m'aperçois qu'aux États-Unis, il y a hier, s'est tenu le référendum, comme l'exige la loi antisyndicale américaine Taft-Hartley, par lequel les travailleurs d'un entrepôt d'Amazon en Alabama, qui sont pour l'immense majorité d'entre eux des Noirs, donc appartenant aux couches les plus opprimées de la société, vont peut-être obtenir et arracher le droit de constituer un syndicat. Je m'aperçois qu'en Italie, pendant 4 jours, les syndicats ont appelé les travailleurs d'Amazon à la grève, qu'en Allemagne, il vient d'y avoir un tel appel à la grève. Donc, la classe ouvrière a d'immenses ressources. Regardez ce qui se passe en Inde. En Inde, depuis 4 mois, des millions de paysans, donc ce n'est pas la classe ouvrière, c'est une couche très particulière de la petite bourgeoisie, des petits propriétaires, mais qui sont aujourd'hui condamnés à la misère face aux grandes multinationales au service desquelles gouverne le gouvernement pro-impérialiste indien de Narendra Modi. Des millions de paysans sont en mouvement et la classe ouvrière cherche à faire la jonction, souvent malgré ses dirigeants, des syndicats et des partis de gauche. Alors, la classe ouvrière a d'immenses ressources. Nous sommes convaincus, nous militants de la 4e internationale, que malgré les trahisons au sommet du mouvement ouvrier, la classe ouvrière garde en elle toutes les capacités de surmonter et de submerger les obstacles de ses propres dirigeants pour réaliser sa lutte de classe et balayer le régime capitaliste. Nous en sommes absolument convaincus. Maintenant, il est évident qu'il faut aider notre classe dans cette situation très difficile où, effectivement, ce qui domine dans le monde entier, et en particulier dans les grands pays capitalistes et impérialistes, depuis un an, ce qui domine, c'est d'abord et avant tout cette union sacrée au sommet qui a vu les dirigeants des grandes centrales syndicales, des grands partis ouvriers, au nom de la lutte contre le Covid, au nom de la lutte contre la crise économique, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, et demain au nom de la lutte contre on ne sait quel prétendu ennemi qui rassemblerait derrière lui toutes les classes de la société, les dirigeants des grandes organisations ouvrières se sont couchés au service de la préservation du régime capitaliste en faillite, au service de la préservation des gouvernements capitalistes. Alors oui, il faut aider la classe ouvrière à y voir clair dans cette confusion qui est organisée depuis les sommets. Et Bernard dit comment lutter contre l'union nationale? D'abord en disant la vérité aux travailleurs. Et dire la vérité aux travailleurs, pour cela, il faut pouvoir le dire, il faut donc pouvoir être organisé et il faut donc construire un parti. C'est ce que nous faisons en combattant pour la reconstitution de la 4e internationale et de ses organisations dans chacun des pays. Construire la 4e internationale, c'est ça qui permet d'aider la classe ouvrière d'y voir clair et de pouvoir choisir le bon chemin dans la lutte de classe. Dire la vérité aux travailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en France, par exemple, dire aux travailleurs ce qui s'est passé le 19 mars 2020 à l'Assemblée nationale.
Parce que les travailleurs qui vont se faire licencier chez Air France après qu'Air France ait touché 7 milliards ont le droit de savoir qu'ils vont se faire licencier parce que les dirigeants des grands partis de gauche et leurs députés ont tous accepté le plan de Macron de distribuer des milliards aux patrons pour licencier. Les travailleurs qui, dans les hôpitaux, veulent soigner, mais à qui on l'interdit, ont le droit de savoir que de l'argent, il y en a, et que les dirigeants des partis de gauche ont accepté que ces milliards ne soient pas versés aux hôpitaux, mais soient versés dans les poches des actionnaires. Dire la vérité aux travailleurs en Belgique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'adresser à toutes les composantes de la classe ouvrière, francophone ou néerlandophone, pour leur dire que les dirigeants d'un parti qui s'appelle le Parti socialiste ou le SPA n'ont rien à faire dans un gouvernement qui vise à baisser les salaires, à casser les conventions collectives, à couvrir les licenciements que les patrons multiplient, à remettre en cause le droit à l'instruction pour les enfants. Les dirigeants du Parti socialiste, les ministres socialistes doivent quitter ce gouvernement. Et ce n'est pas seulement les ministres du Parti socialiste, parce que moi j'ai bien vu, parce que grâce à mes amis et mes camarades, Gaëtan, Roberto, Serge, je suis un petit peu l'actualité belge. Et moi aussi, je suis abonné au Bulletin Unité. Je vous invite tous d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à vous y abonner pour la somme modique de 7 €, si je me souviens bien, pour 10 numéros. Je suis un peu l'actualité. Moi, j'étais très surpris. Cette initiative parlementaire commune d'un dirigeant du PTB avec un ancien dirigeant syndical député socialiste pour l'abrogation de la loi de 1996, donc si j'ai bien compris, qui est une loi qui bloque les salaires et qui interdit la libre négociation par les organisations syndicales d'augmentation de salaire. Et moi, je suis très surpris par cette initiative, parce qu'elle a un côté, à la limite, j'imagine que la plupart des travailleurs en Belgique qui veulent que leur salaire augmente doivent trouver cette initiative plutôt sympathique. Mais en même temps, il y a un problème. J'ai lu dans la presse belge que remettre en cause la loi de 1996, c'est incompatible avec le programme du gouvernement De Croo. Donc, il y a quand même un problème, c'est que les dirigeants du PTB et du PS qui lancent cette initiative parlementaire, s'ils veulent vraiment abroger la loi de 1996, s'ils veulent vraiment aider les travailleurs belges dans toutes ces composantes linguistiques à arracher des augmentations de salaire aux patrons, ben, logiquement, en même temps qu'ils lancent cette initiative parlementaire, ils devraient dire « nous devrions immédiatement quitter ce gouvernement dont le pacte constitutif inclut le maintien de cette loi de 1996 qui bloque les salaires. » Mais s'ils ne le font pas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une contradiction. Comment d'un côté au Parlement lutter contre la loi de 96 pour l'augmentation des salaires et d'avoir un autre pied au gouvernement qui a décidé de maintenir la loi de 96 et le blocage des salaires? Il y a un problème. De quoi s'agit-il? S'agit-il en réalité de faire croire aux travailleurs qu'on peut lutter pour l'augmentation des salaires tout en étant membre d'un gouvernement qui veut baisser les salaires? Je crois que c'est ces questions-là. C'est le rôle de la 4e internationale d'éclairer les travailleurs et de regrouper les travailleurs pour les aider à prendre les initiatives indépendantes dans la lutte de classe pour les aider à être plus forts par leur propre mouvement que le blocage des appareils bureaucratiques. Alors, j'ai vu qu'il y a des questions sur le PTB n'est pas dans le gouvernement, je suis au courant. Mais comme l'a dit la RTBF en parlant de l'initiative parlementaire de Debout et de, rappelez-moi comment s'appelle ce député socialiste, et de Goblet, bien sûr, bien connu de nos services, la RTBF a dit que cette initiative, c'est, attendez que je me rappelle ce barbarisme qu'ils ont inventé, de la participe-opposition. La participe-opposition. C'est les chefs du PTB et du PS se mettent d'accord pour être dans l'opposition au Parlement en disant qu'il faut abroger 96, augmenter les salaires, puis en même temps, tout le monde est d'accord pour que le PS continue à participer au gouvernement. Est-ce que c'est une politique conforme aux intérêts de la classe ouvrière? Je ne prétends pas qu'on va clore le débat là-dessus ce soir, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la question mérite d'être posée. Et moi, je suis fier, je vais vous le dire, que notre organisation en Belgique, qui est une organisation de taille relativement modeste, je suis fier qu'il y ait une organisation de la 4e internationale en Belgique. Car j'ai bien regardé, je suis allé me balader avant notre réunion sur les sites internet des différents groupes politiques en Belgique qui se réclament du socialisme, du mouvement ouvrier, etc. Le site du PTB, le site du PSL, le site de toute une série de groupes.
je n'ai vu aucun groupe qui pose, comme le fait l'OSI, cette question fondamentale. Que font des ministres socialistes dans un gouvernement capitaliste? Que font des ministres qui se réclament des travailleurs et des syndicats dans un gouvernement sous lequel on jette les dirigeants de la FGTB devant les tribunaux? Que font les représentants des travailleurs dans un gouvernement qui, comme tous les gouvernements capitalistes du monde, est en train de condamner les travailleurs hospitaliers à ne pas pouvoir soigner ceux qui sont atteints par le Covid et par toute une série d'autres maladies, pendant qu'on déverse des milliards dans les poches du patronat? Eh bien, moi, je suis fier d'appartenir au comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale qui, soulève en Belgique cette question fondamentale pour l'avenir de la classe ouvrière. Et c'est pourquoi, comme j'imagine qu'on s'oriente vers la conclusion, je crois que, d'une certaine façon, l'actualité de la Commune de Paris, ce n'est pas de se retrouver entre les anciens, le club des anciens de la 2e DB pour se raconter des bons souvenirs d'il y a 150 ans. L'actualité de la Commune de Paris, c'est le fait que le combat de la Commune, le combat pour le gouvernement ouvrier, il continue aujourd'hui. Il est d'autant plus d'actualité que le système capitaliste démontre chaque jour à des milliards d'êtres humains qu'il a fait faillite et que donc, ce qui est à l'ordre du jour, effectivement, c'est balayer ce système, balayer ces institutions, balayer ces gouvernements et mettre à l'ordre du jour le gouvernement de la classe ouvrière qui, d'un pays à l'autre, prendra certainement des tas de formes. Hein. Oui, en Belgique, un gouvernement de la classe ouvrière, c'est un gouvernement PS, SPA, PTB, appuyé par les syndicats, qui prendra les mesures d'urgence en faveur de la classe ouvrière. Les dirigeants du PTB ne veulent pas ça, ceux du PS et du SPA encore moins, puisqu'ils sont dans un gouvernement bourgeois. Mais les travailleurs, est-ce que ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin? Et c'est comme ça que la politique de la 4e internationale s'élabore, exclusivement à partir des besoins des masses, des exploités, des opprimés. Et je suis certain que cette petite réunion, tout aussi modeste soit-elle, aura contribué certainement à poser ces questions dans le mouvement ouvrier. Et pour les poser encore plus largement, rejoignez les rangs de l'Organisation socialiste internationaliste, rejoignez le combat du comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale, procurez-vous auprès de Gaëtan, Roberto et les autres camarades le numéro de l'Internationale, notre revue internationale qui paraît en 8 langues, 4 fois par an et qui développe nos positions et celles de nos organisations dans différents pays. Voilà, et je crois que c'est le meilleur hommage qu'on pourra rendre à ceux qui sont tombés il y a 150 ans, héroïquement, dans la répression de la Commune, après avoir participé à cet acte historique, la constitution du premier gouvernement ouvrier de l'histoire, qui a montré, comme Lénine le disait, que chaque cuisinière est capable de diriger l'État. Oui, l'État provisoirement pour lequel nous combattons, avant que l'effacement des classes sociales n'aboutisse à la disparition de l'État lui-même, cet État pour lequel nous combattons, qui n'a rien à voir avec les caricatures bureaucratiques qui ont régné dans les pays d'Europe de l'Est, en URSS, en Chine, etc. Cet État pour lequel nous combattons, bah oui, c'est la Commune en donne effectivement un visage tout à fait réel. C'est un État dans lequel de simples ouvriers, de simples ouvrières prennent les affaires en main de la société parce qu'ils sont les représentants de leurs frères de classe et de leurs sœurs de classe. Et quand Lénine disait que chaque cuisinière doit apprendre à gouverner l'État, ce n'était pas une formule, des petites phrases comme on dit maintenant, une formule de publicité, c'était véritablement la conception qui est la nôtre de ce projet de société qui s'imposera un peu plus tôt, un peu plus tard. Et pour que ce soit un peu plus tôt, rejoignez les rangs de la 4e internationale, camarades. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y avait encore d'autres interventions prévues, mais j'ai l'impression qu'on s'orientait plutôt vers la conclusion. Donc, j'ai un peu anticipé le signal du président sur ce plan-là. Merci Dominique. En effet, je vois personne qui demande encore la parole. Je ne sais pas si Roberto veut faire une conclusion pour la section belge. Vas-y Roberto. Oui, moi, je n'ai pas spécialement préparé de conclusion, donc tout ce qui a été dit, je partage. Je voulais juste rajouter que dans la vérité qu'il faut dire aux travailleurs, il y a le fait que dans ce gouvernement-ci,
il y a la partie, on va dire, Covid qui anime la vie de tous les jours. Il y a la partie salaire. Ça, c'est les négociations actuelles. Et puis, il y a la partie cachée qui est la négociation de la réforme de l'État, qui passe complètement inaperçue. Il y a eu une époque où quand on voulait scinder la sécurité sociale, c'était dans les années 2005, 2006, et il y avait beaucoup d'initiatives pour lutter contre la scission de la sécurité sociale. Ici, en cachette, les socialistes sont vraiment à l'avant-garde, enfin, ils sont vraiment dans les premières loges pour préparer une plus grande régionalisation, c'est-à-dire tout ce que le patronat demande, ou en tout cas une bonne fraction du patronat, notamment le VOCA, c'est-à-dire scinder les soins de santé, scinder le droit du travail, les négociations collectives ne seraient plus nationales, les salaires ne seraient plus formés au niveau national, mais au niveau régional. Donc, se prépare, on va dire, une attaque d'ampleur qui nécessite la révision de la Constitution. Donc, le gouvernement actuel prépare, on va dire, les conditions pour qu'on vote une révision de la Constitution et puis qu'on aille aux élections, ce qui pourrait aller plus vite que 2024. S'il y a un accord politique pour régionaliser, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'en 2024. Ils auront envie de battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, je veux dire, on occupe ici une place politique quand même importante, déterminante pour aider les travailleurs à résister à ces plans de scission de la force de la classe ouvrière. Et je dis, on l'a encore vu hier, c'était une grève nationale. Et ça, on va dire, c'est ça qui est dans la ligne de mire. Donc, bon, il y a plein de raisons pour rejoindre notre combat, le combat de la 4e internationale, mais ce combat-là, on va dire, on ne sera pas trop peu nombreux pour. Il faut être plus nombreux pour le mener, pour que l'aide aux travailleurs soit vraiment efficace, quoi. Donc, bon, voilà, on peut se reporter sur le PTB, mais pour l'instant, le PTB ne fait rien, ne fait pas une propagande contre le plan Magnette de Belgique à 4 régions. Voilà, on n'entend pas. Donc, je ne sais pas. Si nous, on se développe, peut-être que le PTB prendra, on va dire, le relais. Mais si on ne fait rien, il ne le fera pas spontanément. Donc, voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter dans les tâches qui nous reviennent en Belgique en particulier. On a du pain sur la planche.